Bonjour à tous. Comme chaque troisième mardi du mois, on est sur All Night Long. Je suis avec Laureline. Hello. Hello. Et moi, c'est Absolute. Comment s'est passé ton week-end ? C'était épuisant. On est allé au Kilowatt pour la sacrale avec toute ma team. C'est la première fois que j'ai une team 100% féminine en technique, donc en vidéo. On faisait la captation. Donc c'était des cadreuses, réals, photographes. Excellent. Ouais. Et donc on a filmé 7 sets d'une heure. Et on a eu des petits soucis techniques. Et donc du coup, au final, je me suis retrouvée aussi à filmer. Et j'ai vu que c'est sacrément physique, quoi. Ah bah ouais, il faut porter la caméra, peut-être la perche aussi. Bah c'est ça, t'as le rig, tu portes la caméra. Et donc j'avais 2 cadreuses qui sont très habituées à ça. Et tu les vois, les filles, elles bougent pas, quoi. Ouais, elles sont steady plus que certains hommes avec qui j'ai bossé. Donc en fait, c'est pas une question de force. Bien. Et après, on avait des filles aussi qui apprennent, qui sont ici pour apprendre justement la vidéo et la réal. Elles ont fait des trucs trop bien, donc on va tout monter et c'était trop cool. Et musicalement, le sacral, c'était... Bah, c'était trop bien. Ouais. Et les filles avec qui je suis, il y en a qui sont très jeunes, habituées à la hard, tu vois, tout ça. Et elles se sont senties trop bien parce que c'était plus âgé. Okay. Et que du coup, les gens étaient vachement plus éduqués, en groupe de potes, à faire la fête, pas du tout zombie. Il y en avait, hein. Machin, voilà. Mais c'était super bonne ambiance. Et musicalement, Rodriguez Junior a fait un live. C'était trop bien. Pop-off, comme d'habitude, trop cool. Moi, j'ai adoré le set de Victor Ruiz. D'accord. Très bon. Je le connais aussi en producteur, en fait. Et il y a aussi Isa Rojas qu'on a filmé pour la 2e fois et il faisait beau pendant son set, donc les gens sont partis, mais elle a fait revenir tout le monde. Excellent. Et quand on a discuté, elle fait ça, c'était vraiment la pression, mais c'est le vrai travail de DJ en fait, de devoir s'adapter et faire re-rentrer les gens. C'est ça. Donc ouais, c'était super cool et donc les images bientôt sur Clubbing TV. Trop bien. Et toi? Moi de mon côté, je jouais à l'Ostra à Nancy. Ouais. C'était une soirée organisée par mon agence Futur Proche. Okay. Et curate par Zadig. Donc Zadig, c'est un ancien de la scène, c'est quand même un artiste très, très bien établi, donc j'étais assez contente d'être invitée par lui. Et on était aussi avec Sina XX, cool. un artiste que j'estime beaucoup et qui a une très bonne vision de la scène, je trouve. Ouais. Donc on est parti en petite team comme ça à Nancy et je m'y attendais pas du tout, mais j'ai pris une sacrée claque. Sachez qu'à Nancy, si vous êtes nancéen, vous avez beaucoup de chance parce que l'Ostra, c'est vraiment un club trop trop chouette. J'avais pas vraiment d'attente particulière et en fait je suis arrivée dans le club et là je me suis retrouvée dans cette salle super brute avec Function One, la scène au fond et je sais pas, j'ai eu une émotion quand j'ai vu le club. Je me suis dit mais waouh, on a ça en France, quoi. Je sais qu'il y a le Calt, il y a le Macadam et là je me tombe sur l'Ostra et trop contente d'avoir pu jouer dans cette salle, quoi. Ah ouais, et le public aussi. Et le public hyper cool, bienveillant, pas du tout dans une attente que ça tabasse, que ça envoie. Je sais qu'il y a eu parfois des dates récemment, que ce soit à Paris ou ailleurs en France, où j'ai senti un peu parfois quand j'ouvrais, parce que là je faisais l'opening, j'ai ressenti un peu une pression de devoir jouer plus rapide, parce que là opening j'ai commencé à 130 BPM, donc un peu plus lent. Je joue normalement à 140 BPM, donc c'est plus élevé. Là, j'ai commencé à 130 pour mettre une ambiance, pour monter progressivement. Et les gens arrivaient tranquillement, ils restaient dans la salle, ils écoutaient un peu, ils repartaient boire ou fumer, après ils revenaient et ils se laissaient prendre par l'ambiance petit à petit. Et j'ai pas senti cette pression que j'ai pu sentir ailleurs de allez, envoie. Et c'était hyper cool. Hyper cool. Calme-toi. Calmez-vous. C'est le début de la soirée, ça va venir. Calmez-vous, il y a encore 6 heures de teuf. Et puis j'ai rencontré aussi les gérantes de l'Ostra. Ouais. C'est un couple qui ont l'air, qui sont passionnés et qui dédient un peu leur vie à ce club et c'est hyper inspirant à voir. Ok. Vraiment inspirant à voir. Donc quoi, il n'y a pas qu'à Paris qui se fasse des choses, faut qu'on arrête peut-être. Ah mais c'est sûr, mais même là j'ai l'impression que les meilleurs clubs français ils sont pas à Paris en fait, malheureusement. Ouais. Le Calt, l'Ostra, Macadam, ouais, j'allais dire. Voilà. J'ai l'impression que notre renommée française, elle passe par des clubs qui sont pas à Paris. Donc, Des fois, j'ai l'impression que parce qu'il y a pas beaucoup d'offres, t'as des passionnés comme ça qui y vont et qui te font un truc, un petit oignon, quoi. Ouais. Ils ont pas trop de concurrence, etc. Et ils savent qu'il faut qu'ils offrent quelque chose de spécial et donc ils vont faire un petit truc. C'est ça. Mais là, du coup, je discutais un peu rapidement avec le propriétaire de l'Ostra et il m'expliquait comment, quand il a ouvert, il s'est rendu compte que voilà, le sound system était bien, mais il manquait un petit truc. Et du coup, il s'est dit, bon, bah, il faut que je vois un peu comment je peux améliorer ça. Et du coup, il a rencontré les 2 créateurs du Function One. Ouais.
Il est allé leur parler, il a discuté avec eux, il a essayé de comprendre ce qu'il pouvait rajouter à son club. Et puis du coup, de fil en aiguille, ils ont travaillé pour installer le Function One dans le club et le son, la qualité du son, elle est incroyable. Enfin, c'est trop bien. Donc c'est chouette. J'aime bien les Void aussi, je sais pas si tu connais, c'est les trucs rouges. Oui. Je trouve ça aussi apparemment ouf. les Void, c'est assez quali. Et après, ça peut dépendre du genre musical. Ah ouais. Mais Void, c'est très quali aussi. On va parler des news maintenant, petite revue de presse de l'épisode. Je vais commencer à parler de Réinventer la nuit. C'est des cercles de parole qui sont organisés au point éphémère. Point éphémère, pardon. Par Consenti et Au-delà du club. C'est ça. Une fois par mois, en mixité choisie. Donc du coup, pour parler des violences sexuelles, En gros, ce sont des cercles de parole qui sont à destination des personnes sexisées, donc des minorités de genre, qui travaillent dans les musiques électroniques et qui auraient envie de parler de leurs expériences dans le monde de la nuit, malheureusement des expériences négatives, qui auraient envie d'en discuter avec des personnes concernées et aussi avec des personnes, des professionnels, donc des psychologues. Il y a toujours une ou un psychologue présente dans le cercle. Et on en reparlait du coup récemment parce que donc j'ai eu la possibilité d'intervenir à une conférence sur le sujet des violences sexistes et sexuelles dans le monde des musiques électroniques et notamment dans la vie nocturne parisienne. Et Au-delà du club était présente et leur initiative est vraiment chouette. Moi je connaissais pas du tout, c'est juste par ça que j'ai vu ça et puis après ta conférence. Ouais. Du coup c'est limité à 12 personnes qu'il faut s'inscrire. C'est gratuit. Mais c'est chouette de pouvoir échanger sur des sujets comme ça, de pouvoir partager son expérience, de pouvoir obtenir des feedbacks sans être jugé, sans être... Sans pression en fait. Exactement. Parce que c'est pas pareil quand tu vas aller à la police ou si même ça peut t'accompagner pour ce genre de démarche. C'est ça. De mon côté, je voulais parler des vieilles charrues. Je sais pas si tu as entendu parler du sujet, mais... Jeux Olympiques ? Alors même pas. Alors pas vraiment, en tout cas, j'ai pas l'impression, je vais reprendre mes petites notes pour être vraiment précise sur le sujet. Alors les vieilles charrues, je pense que beaucoup de gens connaissent, mais en gros c'est un festival qui existe depuis plus d'une trentaine d'années. C'est un festival qui mélange un peu tous les styles, rock, électro, musique électronique, etc. Mais c'est vraiment une institution dans le paysage des festivals français. Et là, malheureusement, il est menacé. Et pas par des choses auxquelles on pourrait s'attendre, comme par exemple les JO ou un manque de fonds ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment une succession de décisions de la ville dans laquelle se tient le festival et de la communauté, la région dans laquelle se situe le festival, en fait. Donc, en fait, en un mois, ils se sont vus prendre une série de décisions qui vont à l'encontre de la tenue du festival sans comprendre vraiment pourquoi. Donc je vais juste résumer rapidement les décisions. Donc déjà, ils perdent une partie de leur terrain. La ville a décidé que finalement, camping et plusieurs parkings n'auraient plus besoin d'être là. Ensuite, leurs bureaux, pareil. Les bureaux qu'ils mettent à l'entrée du festival, plus possible de les placer là. Une taxe de 400 000 €. Même s'ils avaient déjà évoqué ce sujet-là et qu'ils s'étaient vus offrir une convention pour essayer de soit d'échelonner ou alors de payer un peu moins de taxes, finalement ils doivent payer 400 000 €. Et du coup, en fait, l'accumulation de décisions de ce type-là fait que l'équipe du festival se dit mais comment est-ce qu'on va faire pour survivre ? Parce qu'en fait, tout ça, on s'y attendait pas. Le festival, c'est cet été, c'est dans moins de 6 mois. Comment est-ce que le festival peut survivre ? Il y a quelque chose de chelou là. Il y a quelque chose d'étrange. 30 ans, ils ont tout à perdre parce que ça apporte du tourisme, ça fait vivre la ville. Ok, intéressant. Et on peut les aider ? On peut faire quelque chose ? Alors pour l'instant, j'ai pas l'impression. Il y a peut-être une pétition qui existe, je vais vérifier, mais j'ai pas l'impression. Je pense que pour l'instant, c'est surtout soutien sur les réseaux sociaux. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à faire pour l'instant. Et là, il y a des discussions et des pourparlers en cours. Et vraiment, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en France, on n'arrive pas à placer les festivals, les lieux culturels, les lieux de fête dans notre patrimoine, en fait. Comment est-ce qu'un festival qui a plus de 30 ans, qui apporte une telle visibilité à la région, qui crée du dynamisme, qui fait venir des artistes, qui crée de l'emploi, peut se retrouver en danger de façon aussi rapide et aussi incompréhensible, en fait. Puis surtout que là, il y a assez de festivals qui ont été annulés ou reportés à cause des JO. Il va falloir que... Peut-être que ce qui s'est passé là avec... Ah non, c'était les clubs, les discothèques qui rentrent dans le parc.
C'était les clubs, je crois, qui rentraient dans la liste des acteurs culturels. Donc, c'est encore autre chose. Donc, c'est compliqué. Il y a du taf. Il y a du taf. Maintenant, je vais vous parler de quelqu'un qu'on aime beaucoup avec Absolute. Il s'appelle Abdul Kadim Haq. Si vous ne le connaissez pas, je pense que vous connaissez ses peintures, son art. Il a fait la plupart des coups de Underground Resistance. Et là, il sort un livre. C'est 33 ans de techno-art et afro-futurisme. C'est comme le rétro-futurisme, mais afro-futurisme, toi tu connais bien. Et donc il a sorti son livre, il va être dispo en Europe très bientôt. Il faut le soutenir parce que c'est quelqu'un qui bosse depuis très longtemps dans la techno, qui met en valeur les femmes fortes, noires, depuis très longtemps, bien avant que ce soit cool. Yes, c'est clair. Bien avant que ce soit cool, et surtout c'est un homme super. Vous pouvez regarder l'interview qu'on avait fait sur Clubbing TV, c'est super intéressant. Et toi, t'avais quelque chose à nous dire aussi? Du coup, moi, déjà, ce livre-là, c'est mon anniversaire dans un mois, donc je pense que mes potes, je vais aller les spammer avec des screenshots et des infos sur le livre, là. Regardez, il y a ça qui est très cool. C'est très sympa. Mon anniversaire, c'est dans un mois. Mais parce que, en fait, Abdul Kadim Haq, c'est le dessinateur des livres de Drexciya. Oui. Et de toutes les couvertures de Drexciya. Oui. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas Drexciya, c'est une œuvre mythique et majeure dans l'histoire de la techno aujourd'hui. C'est moins connu, je pense, maintenant, parce que ça a peut-être pas perduré, les gens ont peut-être pas fait perdurer la connaissance de cette œuvre-là. Mais en fait, donc, c'est deux artistes du label Underground Resistance qui ont créé une sorte de mythologie autour de l'homme et de la femme noire dans la musique. Donc en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé carrément tout un univers qu'ils ont décliné en musique avec leurs EP et en BD avec donc du coup Abdul Kadim Haq qui a dessiné un peu leurs idées. Donc en gros, Drexciya, c'est l'histoire d'esclaves, de femmes esclaves noires transportées d'Afrique en Amérique, qui étaient enceintes et qui ont été jetées par-dessus bord. Et du coup, en fait, elles ont quand même donné naissance dans l'eau à des enfants qui étaient mi-humains, mi-poissons, donc des sirènes et des tritons. Et qui du coup ont créé un univers sous-marin où ils ont le pouvoir et où ce sont des gens puissants et forts et avec une certaine intelligence culturelle, émotionnelle, et c'est hyper fort parce qu'en fait c'était une façon pour eux à l'époque de reprendre le pouvoir sur leur narrative, sachant que c'était des personnes qui venaient de communautés défavorisées, qui subissaient le racisme structurel, le racisme systémique. C'est une façon pour eux de montrer que le peuple noir avait aussi une force, une culture aussi, et de se réapproprier leur culture, sachant que quand aux États-Unis, c'était compliqué pour eux de s'approprier leur culture, parce que c'est des gens qui ont été déracinés. Forcément, quand on a un vécu de personnes afrodescendantes, on se sent parfois déraciné. C'était leur façon un peu de s'ancrer dans une sorte d'histoire, et une histoire qui leur était favorable. C'est fou ça, parce que j'ai lu beaucoup de reproches. Tu sais, quand on parle du Seigneur des Anneaux, on dit c'est toujours les Blancs, etc. Mais la communauté noire a des trucs de mythologie. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça de la mythologie, parce que moi je dirais mythologie, parce qu'en fait c'est la recréation d'un univers un peu mystique. C'est beau et c'est fou, et t'aurais tellement de trucs à écrire là-dessus, tellement de films à faire en fait. C'est clair. Ça serait assez incroyable. Ça serait incroyable d'avoir un film qui retrace Drexciya, ça serait. Non mais c'est vrai. C'est clair. Ça serait fort aussi pour la communauté, surtout aux États-Unis. C'est un racisme qui est très différent de celui qu'il y a en Europe. Ça serait vraiment cool. Ouais, ça serait trop cool. On vous invite à aller découvrir si vous ne connaissez pas. Il y a des reportages sur Resident Advisor, il y a un mini reportage qui explique Drexciya. Il y a les 2 livres aussi qu'on peut acheter, et il y a des documentaires aussi qui existent. Donc il y a de quoi faire. Le sujet de notre podcast aujourd'hui, ça va être quelque chose qui fait fantasmer un peu tout le monde, dont moi à l'époque. Toi peut-être aussi, je sais pas. Bon, ça me fait pas fantasmer, je
je me conforme à ces codes-là et je les embrasse, on va dire. De temps en temps. Pas trop souvent, mais de temps en temps. Donc, c'est les afters. Les afters, ouais. Les afters, c'est ce qui se passe après. C'est ce qui se passe après le club, après le festival, mais pas que. Donc, on va en parler, mais j'aimerais bien d'abord que tu me racontes une petite histoire, si tu t'en souviens. Pour toi, quel after a été le plus mémorable ? Ok. J'en ai pas mal. Mais j'ai un petit souvenir qui me vient là, c'est un after que j'ai fait au festival Hors Sol. Et c'est pas du tout un after officiel, hein. La teuf est terminée, je crois, à 9h, quelque chose comme ça. Et puis, donc le festival a lieu dans les Cévennes, sur un super terrain avec, vraiment type Cévennes, quoi. Les plaines, une forêt, c'est vraiment très, très agréable, très doux, on se sent bien là-bas. Et puis le soleil avait commencé à se lever, c'est en juillet donc il fait beau. Et là on s'est regardé avec une dizaine de copains. Il y avait en fait donc c'était une scène dans la forêt. Le soleil s'est levé du coup dans la forêt, dans les arbres et tout, etc. Et puis dans la scéno de cette scène-là, sur le côté il y a un mini coin de chill avec un fauteuil, un tapis posé par terre, comme si un petit salon sur le côté où tu peux te chiller en parallèle des sets. Et là, on a vu cet espace-là de chill, tout le monde qui repartait, le soleil levé, et on s'est dit, mais ce serait bête de repartir là, aller se coucher en fait. Sachant qu'on devait repartir du festival après à 13h30. Donc là, il était 10h, on s'est dit, là, on a 3 heures où on peut juste être entre nous, profiter, discuter au soleil. Et on a passé un super moment. Et petit clin d'œil très très rapide, c'est le moment où avec ma meilleure amie, on s'est regardé, on s'est dit, mais on passe pas des moments incroyables, mais on serait pas juste best friends en fait. Donc je me souviens toujours de cet after. C'était quand ? C'était l'année... C'était il y a 2 ans. C'était pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Ok. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est trop bien. Des fois, c'est juste un petit moment. Ouais, c'est ça. Il y avait rien d'incroyable. On avait une petite enceinte, mais c'était même pas le son. L'important, c'est juste d'être ensemble, de discuter, de partager des choses. Et puis ouais, le souvenir que ça nous a laissé, quoi. C'est beau, ça. Et toi ? Moi, le plus mémorable, donc c'est moins, tu vois, cool comme toi, c'est plus impressionnant. C'était quand j'étais à Miami je fais l'Ultra Music Festival. Ouais. Et j'étais pote avec une des anciennes manageuses de Seth Roxler, etc. Elle m'emmenait tout le temps de partout, parce qu'elle a ses entrées de partout. Et on s'est retrouvés à côté, pas très loin du Space Miami, en haut d'un immeuble, comme ça, où tu rentres à un doorman, etc. Donc dans un truc, une espèce d'appartement sur 3 étages, avec une piscine sur le rooftop. Non, mais complètement la démesure, tu sais, tu regardes sur les murs, le tableau, il coûte ta maison. Wow. Voilà. Et donc, on est allé en after là-bas, je sais plus, c'était 7-8 heures. Et t'avais tous les gros DJ techno qui venaient, qui ressortaient. Il y avait un petit côté un peu indécent à mon goût. Moi, je suis pas très comme ça, mais le voir, c'était un peu... on se rappelle c'est ce côté fantasme, en fait, de se dire je suis dans ce genre d'acteur là. C'est ce que je vois à la télé. Non, mais tu vois, Gossip Girl, non, mais vraiment, c'est complètement cliché, hein, je sais. Mais c'était fou. Et toi, t'arrives là et t'étais bonjour, voilà, mais bon, très cool, etc. Et ouais, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Ça m'a aussi montré un petit peu le côté très riche qu'a la techno. Très riche. La techno. Ouais, mais oui et non, parce qu'il y avait des gars qui sont normalement assez underground et qui se retrouvent là, qui sont invités parce qu'ils font fantasmer aussi. L'underground fait fantasmer les riches. Ah bah oui, j'imagine, ouais. De ouf. Donc, non, c'était ça. Un peu fou, Miami, voilà. Ok. Plus glauque. Je sais pas si j'ai... Enfin, je pense... Je sais pas si j'ai un exemple en tête, mais je sais qu'en tout cas, ce que je le referai plus, que j'ai peut-être fait une fois ou deux, que je referai plus jamais, c'est les afters où tu suis parce que tu sais pas trop pourquoi tu suis, tu sais que t'as pas envie d'aller te coucher, mais t'es pas forcément avec les bonnes personnes, tu sais que tu veux juste pas rentrer, donc tu suis, tu te retrouves dans un appart où t'es genre 3-4 assis sur le canapé, un peu comme ça, avoir froid et être fatigué, il y a une musique un peu glauque en fond, et il se passe pas grand chose, et tu sais même pas pourquoi t'es là. Moi, je mets vraiment un point d'honneur aujourd'hui à aller en after s'il y a une vraie raison et si je suis avec les bonnes personnes et les personnes bienveillantes en qui j'ai confiance. C'est-à-dire que l'after, ça doit être un moment doux, pour moi en tout cas,
pour redescendre de sa soirée, pour partager un moment et prolonger un peu le moment. La soirée était trop cool, c'était trop bien, on a vécu un truc génial. On le prolonge avec ses potes parce qu'on se sent bien et parce qu'on a envie de faire durer le moment. Mais pas juste parce qu'on n'a pas envie de rentrer. Ça, c'est maintenant, j'ai compris ça pour moi. Je ne fais plus d'after si c'est juste parce que j'ai pas envie de rentrer. Bah, moi, je vais rebondir sur ça. C'était ça, un after horrible en face de l'ancien Pigalle à Lyon. Ouais. Dans un bar, et le mec, on était, je sais pas, 6. Et le gars fait, non, mais vous inquiétez pas, vous allez vous mettre un resto-bar, hein, okay. Genre un truc où il y avait des gens qui prenaient le brunch dimanche matin déjà, tu vois. Choc des cultures, deux salles de ambiance. Deux salles de ambiance, des gens avec des baguettes de pain et nous. Et j'étais là vraiment parce que déjà le Pigalle c'était vraiment spécial, je sais pas si tu te souviens, c'était hyper glauque. Je me sentais mal et je me suis dit, bon, je vais prendre une bière et je vais attendre. Et donc c'était la décadence derrière un espèce de plante. Et je voyais ces gens avec leurs baguettes de pain. Et je voyais le décalage et j'ai fait, mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? Ces gens-là, en plus, ils n'étaient pas bien intentionnés. Ma pote, elle était partie. Et donc après, je suis rentrée et je te jure que là, même quand j'en parle, je me sens super mal. Tu te sens pas bien, ouais. Ah non. Mais je pense qu'on a tous et toutes des souvenirs d'after comme ça où rien que d'y penser, on est on se sent pas bien, quoi. Ouais. Ce décalage vis-à-vis de la vie. J'aime bien ce que tu as dit là tout à l'heure, que c'était un truc pour redescendre, pour partager des moments, faire des rencontres. Voilà, c'est ça. Faire des rencontres. Ça, c'est trop chouette. Les discussions d'after animées où soit tu rencontres quelqu'un et du coup, tu lui demandes tout sur sa vie et tu partages un moment et c'est même pas important de savoir si tu reverras cette personne, si vous créerez un lien d'amitié ou autre. C'est vraiment juste l'instant présent de cette personne est là, il a plein de choses à me dire, à me raconter, on va échanger, ça va être trop cool. Et puis, c'est cette espèce de... Ces rencontres, ces échanges... C'est des moments hors du temps, des fois. Hein. Exactement. Le temps, il passe différemment et quand ça se passe bien, c'est des trucs que tu gardes en toi. Et comme tu dis, des fois, tu revois jamais les personnes. Mais il y a des gens qui vont te rester. Ouais. Ils vont te rester pour les... J'espère assez souvent les bonnes raisons. Il y en a qui te restent aussi pour les mauvaises raisons. Mais c'est un peu ce qu'on dit, c'est qu'en fait, il y a vraiment une notion... temporelle dans la fête et dans les afters. Dans la fête parce que la fête c'est censé être un moment, comme on disait, hors du temps où on oublie nos vies extérieures, on pense au moment présent, on est là pour danser, pour faire la fête, pour écouter la musique, pour profiter. Il y a le DJ ou la DJ qui est là pour créer un espèce de continuum sonore où tu te rends pas compte du coup du temps qui passe et de ce qui se passe. Ouais. Et du coup l'after c'est un peu ce moment où on se dit j'ai pas envie que ça s'arrête. J'ai envie de prolonger ce moment-là. J'ai envie d'étirer le temps pour pas arriver au lundi et pas arriver au moment où je vais reprendre ma vie normale. Il y a vraiment tout cet imaginaire, je trouve, lié au temps et à comment est-ce que je gère mon appréciation du temps, mon vécu du temps. Oh, c'est assez philo. Ouais, un petit peu. Du coup, j'ai 2 questions pour toi sur ta casquette de DJ, ta main casquette. En tant qu'artiste, est-ce que tu t'es déjà senti obligée d'aller en after ? Et est-ce que tu as culpabilisé à ne pas y aller ou à y aller quand même et à reculer ? Je crois pas que je me suis déjà sentie obligée. Il y a forcément en moi la notion de... Vu que je suis DJ, il va falloir que je passe du temps avec les gens qui sont présents. Ouais. Donc peut-être passer du temps, rester un peu. Mais je pense que moi, ma chance aussi, c'est de devenir DJ à un âge peut-être plus grand que d'autres personnes. Voilà. Moi, je vais avoir 34 ans, donc je pense que j'ai peut-être un recul un peu plus grand qu'un DJ ou une DJ qui va commencer à 20-25 ans. Mm-hmm. Et aussi, à côté de ça, je fais des choix différents. Ça va être, au lieu de rester tard, je viens plus tôt. Donc, je fais le dîner artiste. Au lieu de retourner à ma chambre d'hôtel, ou alors j'y repasse brièvement, je viens dès minuit, 1h, comme ça je viens dès le début, je discute avec les gens à ce moment-là, comme ça je peux partir après et pas me forcer à aller en after. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Et le fear of missing out, ça t'est déjà arrivé de te dire peut-être que je pourrais avoir d'autres gigs, ou peut-être faire des rencontres, ou des trucs comme ça ? Non. En vrai, non. Alors la FOMO, le fear of missing out, donc la peur de rater quelque chose, je peux l'avoir en tant que fêtarde, en tant que teufeuse, danseuse, personne qui aime la musique. Mais en tant que DJ, j'essaie aussi d'écarter ça. Parce que je me dis, bien sûr que la connexion, bien sûr que les relations, créer du lien, du relationnel, c'est hyper important quand on est DJ, c'est bien de rencontrer des gens.
Mais j'essaie de pas me dire que tout dépend du fait d'être resté en after. C'est pas vrai, et je vais pas décrocher un gig comme ça parce que je suis restée en after. Ça va bien sûr créer du lien, ça va aider à ce qu'on se rappelle de moi, à ce qu'on m'apprécie, mais c'est pas ça qui va faire que je vais jouer dans l'un des meilleurs clubs de France demain. Donc ce que j'essaie de me dire, c'est tu as passé du temps avant la soirée, au dîner, t'as rencontré les gens, t'as pris le temps de discuter, et en plus avec honnêteté. Enfin, moi ça me fait toujours plaisir de rencontrer les gens qui me bookent, les gens des lieux. Mais si ce temps-là a pas suffi à créer du lien, c'est pas forcément l'after qui va aider plus, et j'ai pas envie que ce soit ça qui aide plus. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, quand j'avais commencé, donc c'était il y a 10-12 ans, dans la musique électro, je voyais tous ces gars, c'était que des mecs, parisiens, qui faisaient tous les afters de Paris. Ouais. Ils sont plus là, les DJ. Hein. Ah bah oui. Mais vraiment, là, il y a eu 6-7 noms en tête, je vais pas en parler, ça me fait beaucoup de peine, mais qui étaient sur tous les afters, excès, ils sont plus là. Bah, tu te crames en fait, tu te crames la santé, tu te crames tu te grilles aussi vis-à-vis des gens. Des fois, t'es dans des états pas possibles, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc ça sert à rien en fait. Ouais. Mais je comprends en vrai ce désir de se dire je vais marquer les esprits, je vais être là, mais je pense que ça ne doit pas se faire au détriment de sa santé et aussi de son image. Ouais, bien sûr. Donc, c'est sûr. Je pense aussi que c'est pas mal lié au fait que quand on est DJ, on a l'impression que tout peut devenir une opportunité. Ouais. Donc on a envie de tout saisir, tout faire, tout, voilà, être toujours présent, voilà. Alors que des fois, il faut savoir juste se dire, c'est pas grave si je vais pas à ce truc-là, j'irai à autre chose après. Ou c'est pas grave si je reste pas jusqu'à la fin. Là, je resterai jusqu'à la fin une autre fois. Ok, c'est important de le savoir. Je pense que en fait, c'est modération surtout. Quoi. Ouais, exactement. C'est modération surtout. Deuxième question, c'est côté musique. Tu fais les afters à Glazart une fois par mois, t'es résidente. After O'Clock, ouais. Comment tu joues, c'est différent. Comment est le public parce que moi, j'imagine une marée de zombies. Franchement, moi, je suis trop contente d'avoir cette résidence, parce que c'est une sorte de laboratoire, en fait. Les gens, ils viennent parce qu'ils savent qu'il y a un after. Donc, en fait, ils sont à peu près ouverts à tout, parce que juste ce qu'ils veulent, c'est que encore une fois, cette notion de temporalité, ils veulent que la teuf continue, et ils veulent qu'on les emmène jusqu'à la fin de leur soirée, quand ils auront décidé que c'est la fin. Donc en fait, moi, à chaque fois que je joue là-bas, les gens sont ultra réceptifs, parce que ils sont là pour continuer leur soirée, et ils s'attendent à rien en particulier, ils viennent juste vivre quelque chose. Donc moi, je sens que j'ai une certaine liberté de créativité, que je peux peut-être ne pas avoir dans d'autres endroits. Donc déjà, j'aime bien jouer là-bas pour ça. Et puis après, j'aime bien aussi le challenge quand je joue en dernier créneau, c'est-à-dire 12h30, 16h. Oh mon Dieu. C'est le challenge de maintenir les gens, de faire en sorte que les gens restent et soient captivés, tu vois. C'est ta faute. Non, mais c'est un petit challenge de se dire, bon là, petit à petit, forcément, les gens vont partir. Ouais. Donc déjà, ça entraîne mon ego aussi, de se dire, c'est pas grave, si les gens partent, c'est normal. Ah ouais, il est 15h, les gens sont fatigués, en fait. Et aussi, l'autre versant qui est, par contre, les gens qui sont restés, c'est parce qu'ils ont aussi aimé ce qui se passait, quoi. Ils étaient bien. Et l'un des meilleurs compliments qu'on peut me faire en after, c'est j'étais fatiguée, mais je suis restée parce que le son était trop bien, tu vois. Donc ça c'est trop cool quand on me dit ça. Ouais. Tu testes des tracks que tu jouerais pas normalement. Ouais, vraiment. Ouais, je teste des enchaînements, je teste des tracks, je teste aussi des variations de vitesse, je teste de peut-être ralentir, repartir plus vite. J'essaye plein de choses. Labo, quoi. Ouais, carrément, labo. Et c'est là aussi que j'ai commencé à m'entraîner sur 3 platines. Enfin, en fait, vu que je me sens plus à l'aise parce que j'y vais souvent et aussi que j'ai l'impression que le public est le plus réceptif, je teste des choses. Et du coup, ça me prépare aussi pour d'autres sets et c'est trop bien. On a parlé à ton booker Electric Rescue et on lui a dit qu'il avait augmenté toutes les filles. C'est génial. C'est trop cool. Du coup, Electric Rescue, donc Antoine, c'est le programmateur des After O'Clock et c'est lui qui m'invite sur la résidence. Et effectivement, quand il s'est rendu compte que naturellement les résidents demandaient plus que les résidentes, il a pris le parti d'augmenter le fee des filles. Donc trop chouette. Et il en a fait aucune com, donc c'est pour ça qu'on en parle, parce que t'as des gens qui font des trucs bien et ils vont dire moi j'ai fait ça. C'est ça. Et lui il le fait comme ça naturellement dans l'ombre et c'est trop chouette. Et je trouve ça trop cool. Est-ce que t'as des tips, toi? Pour alors on va faire tes 2 casquettes parce que t'as tes tips de DJ pour jouer en after. Ouais. Et ensuite tes tips de teufeuse parce que c'est cool quand même. Alors mes tips de DJ pour jouer.
Pour le coup, personnellement, moi, je préfère me lever. Je préfère dormir avant et me réveiller. Parce que je l'ai fait une fois de pas dormir et d'aller jouer derrière. Et franchement, un set de 3 heures sans dormir avant, franchement, ça tirait à la fin. Franchement, ma dernière heure, j'étais vraiment j'étais à court de jus. Ouais. J'étais fatiguée, en fait. J'avais pas dormi de la nuit. T'es humaine, quoi. Ouais, mais du coup, comme je sais que je joue, je bois pas. Vraiment, j'essaie de rester le plus sobre possible. Genre vraiment. Mais par contre, après, au bout d'un moment, l'énergie, elle redescend forcément. Et la dernière heure, j'ai un peu lutté. Donc moi je préfère me lever avant. Ce que je fais, c'est que j'ai ma petite routine. Je mets mon réveil, je prévois ma petite routine skincare, mes patchs pour pas avoir l'air trop fatiguée. Je fais un truc un peu confort cosy. Quand c'est l'hiver, je bois un chocolat chaud. Quand c'est l'été, je bois un petit jus d'orange et tout. Je prends un petit déj pour me donner des petites forces. Et après, d'habitude, quand je joue, j'aime bien arriver un peu plus tôt pour capter l'énergie de la teuf. Ouais. Là, je préfère justement arriver le plus tard possible parce qu'on n'est pas dans le même mood quoi qu'il arrive. Donc, de toute façon, ça sert à rien de m'imprégner trop du mood de l'after. Au contraire, il faut que je ramène ma fraîcheur. Ouais, c'est vrai. Donc, je préfère arriver un peu plus tard et arriver vraiment 20 minutes avant pour pas trop m'imprégner de l'énergie de l'after, mais plutôt garder le mien. Ouais. Et après, ça dépend. Je pense qu'il faut essayer de comprendre aussi quel était le mood de la teuf avant, quand même. Ah ouais. Essayer même si je viens d'arriver un petit peu après, essayer de voir est-ce que les gens sont ultra à fond ou est-ce que justement ils ont l'air d'être un peu dans un creux, il va falloir aller les chercher. Essayer de capter dans quelle vibe est le public pour de suite embrayer sur quelque chose qui va marcher tout de suite. J'ai l'impression qu'il faut avoir une culture musicale assez poussée peut-être pour faire des afters. Pour pouvoir s'adapter à genre... Peut-être un peu, ouais. Alors, je sais pas si c'est différentes approches, tu vois, mais je pense qu'il faut peut-être savoir jouer le truc au bon moment ou le son un peu plus connu au bon moment. Okay. La vibe un peu différente. C'est vrai que ça peut peut-être demander un peu plus de réflexion. Un peu comme les openings aussi, en fait, au final. De toute façon, le début, c'est ce qui te met dans la teuf et la fin, c'est ce qui te garde, jusqu'à la fin. Ouais. Donc, voilà. Ok. Et du coup, les tips en tant que teufeuse. Oui. C'est quoi les tiens d'ailleurs, d'abord? Je vais être complètement rabat-joie, moi. Mais aller citer une femme, tu vas pas toute seule en after avec des gens que tu connais pas. Tu vas avec une copine. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'étais tout le temps avec une copine. On se dit, on arrive ensemble, on part ensemble. Ne pas y aller parce que, ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'il faut y aller. Parce qu'il faut y aller, ouais. Ouais. Il se passe pas souvent des choses très intéressantes en after. Je vous avoue que, il y a beaucoup de problèmes aussi qui peuvent se passer en after. Si t'es un petit peu vulnérable, il y a des gens qui vont essayer de take advantage sur toi. Ouais. Donc, c'est un espace aussi de grande vulnérabilité. Alors, ça peut être trop bien parce que tu peux parler avec des gens et t'ouvrir comme tu t'ouvriras jamais, même avec tes potes proches. Mais tu as aussi la vulnérabilité qui est targetée par des prédateurs et qui campent très souvent dans des afters. Et c'est pas les afters qu'on peut croire, c'est pas tout le temps les petits apparts, etc. Des fois, c'est des trucs dans les apparts haussmanniens très très riches et très, très machin. Moi, j'ai vu des trucs un peu sordides, donc je dirais vraiment, tu viens avec quelqu'un. Ouais. Et après tu sondes et tu repars, donc et puis modération. Ouais, carrément. Y aller tous les week-ends. C'est clair. Comment tu fais après le lundi Tu fonctionnes plus après, malheureusement. Et aussi, je trouve qu'il y a pareil, on en revient peut-être à ce côté imaginaire, mais je trouve ça cool de se dire que ça reste un peu exclusif. Oui. Et que tu vis quelque chose d'assez exceptionnel à un moment et de te laisser le temps de le revivre plus tard, tu vois. Choisis tes afters. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Bien choisir ses afters, je pense que c'est un peu la clé. Ouais. C'est savoir que tu vas être bien entouré, que tu es avec les bonnes personnes, que ça va être cool, que c'est un plan qui est pas galère, où tu vas te sentir bien. Ouais. Et savoir partir aussi. Savoir partir, ça c'est pas mal. Dans les deux cas, que ça se passe bien, mais juste s'écouter. Moi, je sais que j'ai un truc où il y a un moment dans une teuf ou dans un after où j'ai un déclic, où genre il y a un truc qui switch et je sens que là ça switch. Et là je me dis ok, là ça va être l'heure de partir bientôt. Go. Je me dis ok, j'ai peut-être pas envie, mais j'ai senti le switch, donc il va falloir partir. Ouais, tu t'écoutes quoi, vraiment. Ouais. Et tu l'as déjà pas eu ce switch ou tu l'as pas écouté et tu t'es dit putain. Ça m'est déjà arrivé de pas l'écouter
Et ça dépend. Des fois, tu regrettes, des fois, tu regrettes pas. Mais comme on dit, tu peux pas faire ça tout le temps. Donc, au bout d'un moment, il faut arriver à se mettre des limites, quoi. Tes parents, ils savent que... Hello. Non. Non. Enfin, après, je pense qu'ils se doutent. Enfin, non, ouais, je pense, je sais pas. Ouais. Non, en vrai... Ils savent que tu joues en after. Oui, ils savve que je joue en after. Des fois, ils se disent, ah oui, tu vas jouer demain matin et tout, d'accord. Mais je pense pas qu'ils comprennent exactement ce qu'est un after, ce que c'est, ce qui se passe. Non, je pense pas. Ou alors que le côté péjoratif, quoi. Ils s'imaginent le pire. Même pas, je pense qu'ils n'ont pas de représentation mentale d'un after. Ouais. Pour eux, c'est tellement loin d'eux et de ce qu'ils connaissent, je pense que je suis pas sûre que... Non. C'est l'inverse, je pense qu'ils s'imaginent vraiment le pire. Le pire. Ouais. Le pire, et quand je fais plus du tout d'after là depuis quelques années, mais quand j'en faisais, bon, c'était assez rare. Et je leur disais pas parce que j'avais pas envie qu'ils se disent, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qui va lui arriver, qu'ils s'inquiètent, etc. Alors que bon, on était quand même vraiment sages. Responsable. Ouais. Et j'y suis allée vraiment avec un œil hyper observateur. Moi, ça me faisait fantasmer. Genre, le mélange aussi des classes en after. C'est là où j'ai vu le plus de mélange de classes, même plus qu'en soirée. C'est vrai. Où t'as donc ces gens très riches qui t'ouvrent les portes de leur lieu en général, parce que c'est eux qui ont des grands endroits. Et tu te retrouves avec des gens un peu classe moyenne, voire même un peu normal. Et il y a un vrai mélange de classes, et ça, j'ai trouvé ça très... je suis pas du tout sociologue, mais il y a un truc comme ça qui fait que c'est un lieu en fait où tous les gens ils sont sur le même... Oui, le même plan. Ouais. En fait, c'est vraiment, je pense, c'est la fin de la soirée. T'as envie de trouver des personnes cool avec qui passer ta fin de soirée, ton after. Et du coup, t'es moins regardant sur avec qui tu vas être. Le premier critère, ça va juste être, est-ce que cette personne a l'air cool et sympa. Ouais, c'est tout. C'est vraiment juste ça. Et du coup, je pense que ça casse les barrières qui étaient déjà cassées par la teuf, où c'est censé être un espace de liberté pour tout le monde et où on se respecte tous et toutes. Et du coup, les barrières sont cassées depuis la teuf. Là, t'es dans une démarche qui est vraiment de trouver les bonnes personnes cool avec qui être. Et c'est vrai que c'est très intéressant, ce côté, ça casse les barrières un peu de classe, et de toutes les différences qu'il peut y avoir. Ouais. Et c'est vrai aussi que pareil, je me suis retrouvée dans des appartes, dans des endroits incroyables, et tu te retrouves dans des endroits et t'es là, mais il y a ça à Paris, parce que les gens sont assez ouverts à ce moment-là pour ouvrir leurs portes à des inconnus, mais en fait, c'est ça aussi la beauté de la teuf, et je trouve des afters, c'est qu'en fait, c'est un peu des codes implicites où, dans la majeure partie des cas, tu sais que tu peux ouvrir ton appart et ton chez-toi à des inconnus et que ça devrait bien se passer. Alors, pas toujours, bien évidemment, mais il y a ce côté très... c'est normal dans ce monde-là de faire ça. C'est normal dans le monde de la teuf de faire des afters. C'est normal dans ce monde-là de rencontrer des gens que tu ne connais pas. Et donc, c'est normal de les inviter chez toi et de leur proposer de faire after derrière. Et du coup, en général, en temps normal, ça se passe bien. Moi, je sais que j'ai déjà invité des gens que je connaissais pas en after. Alors, pas que des gens que je connaissais pas, hein, mais t'as ton groupe de potes et puis t'invites 2-3 personnes que tu connais pas. Et tu le ferais pas dans la vie de tous les jours. Mais là, c'est OK parce que la teuf, c'est comme ça et que ça se passe comme ça. Et je trouve que c'est assez magique et c'est assez beau. Alors, encore une fois, il faut faire attention à bien jauger les personnes. Mais il y a un truc très... un peu magique et mystique là-dedans de j'ai choisi ces personnes-là et elles vont venir avec nous, elles vont s'intégrer dans le groupe et elles vont venir avec nous en after. Des trucs que tu ferais pas du tout dans la vie Exactement. réelle, même en sortie d'un concert. Enfin, je sais pas, c'est complètement différent. C'est ça. Ce qui m'avait le plus marqué, moi, c'était à Ibiza. J'allais souvent aux afters après l'amnésia. Et c'est des afters dans des villas, mais tu sais, Ibiza, c'est... Voilà. Oui, j'imagine. Et là, t'as vraiment... Je crois que c'est le plus gros mélange de classes que j'ai vu parce que t'avais... des stars de cinéma, des chanteurs très connus, des milliardaires, tech. Mais tu sais, des milliardaires, mais tu vois, lui c'est le patron de machin, lui c'est le truc de machin, etc. Des locaux, et les locaux en Espagne, ils ont pas beaucoup d'argent. Tu sais, ils vivent, pas tous, hein, mais il y en a beaucoup qui font la saison. Ils vivent à 4 dans le même appart, tout petit, etc. Des étrangers, et après, des gens du milieu, des journalistes, des machins. Et là, il y a vraiment il y a une émulsion et tout le monde est mélangé. Il n'y a pas de VIP comme tu peux avoir beaucoup à Ibiza. C'est ça, en fait, qui m'avait vachement marqué. C'est qu'à Ibiza, donc t'as tes VIP,
ce truc de démesure, etc. Mais en after, c'est vraiment tout le monde est pareil, quoi. Ouais. T'es à côté du DJ et les gens, ils peuvent aller à côté du DJ. Et c'est une autre ambiance, ouais. Ouais, c'est différent. C'est autre chose. Moi, j'adore aller me doucher avant d'aller en after. Ah, c'est vrai? C'est marrant, ça te casse pas ça te sort pas du... Eh ben non, en fait, je suis tellement motivée que voilà, je me douche, je prends une bière et... Attends, c'est marrant, moi, ça me viendrait pas à l'idée de me doucher. Parce qu'en fait, ça me casserait le... Je peux comprendre. Le flow de, tu vois, de passer de ma soirée qui est censée s'étirer à l'after, tu vois, c'est marrant. Ah non, moi, j'ai besoin de ma douche. T'as d'autres habitudes comme ça en after? T'es chelou comme ça ou pas? T'es bizarre sur d'autres trucs comme ça ou... Ok. Non, je crois pas, je crois que c'est... Mais je juge pas, hein, c'est ok. Non, je suis... Moi, j'ai l'alcool... à l'inverse, tu sais, les gens qui ont de l'alcool bagarreur, moi j'ai l'alcool open. Souriant et agréable. Non, mais c'est fou. Avant de me marier, quand j'étais en after ou machin, j'ai invité des gens à mon mariage. Ah, mais non. Des gens que je connaissais pas trop. Ils sont venus? Non, en fait, il y a le Covid. Ah oui, d'accord. Et donc, en fait, après l'année d'après, on s'est perdu de vue, donc j'ai pas dû réinviter. Mais je rentrais, je disais à mon futur mari, je crois que j'ai invité des gens à mon mariage et tout. C'est quand même des gens que je connaissais un peu, mais tu vois que t'inviterais pas à ton mariage. Ok. Et j'ai aussi pris une stagiaire comme ça. Ah yes, excellent. Mais c'était pas bien du tout. Non. C'était l'ex-copine d'un pote à moi qui est DJ. Et il me dit, elle venait d'Argentine, et il me disait, elle cherche un boulot et tout. Et moi, j'étais là, mais vas-y, trop bien, mais bien, je la prends en stage, etc. Et je peux pas revenir sur ma parole. Et donc, je me suis tapée une stagiaire, elle était vraiment méchante. Et, ah non. Ouais, mannequin. Enfin bref, voilà. Donc voilà, un deuxième truc chelou de moi en after, mais... Je réfléchis si j'ai des trucs bizarres en after, mais à moi, pour le coup, je bois pas en after parce que il y a déjà eu la teuf, mais ça, c'est très personnel. Parce que je me dis, bon, là, j'ai pas trop besoin, j'ai même pas forcément envie, donc non. Qu'est-ce que je fais? Alors, par contre, les gens qui ont demandé de mettre de la musique, c'est non. Je ne m'occupe pas de la musique en after, c'est non. En fait, c'est pas possible. J'adore la musique. Ouais, non, mais ouais. C'est même pas que... Alors pourtant, j'adore ça, donc je devrais avoir envie aussi de... J'ai pas forcément, moi, une vision de c'est mon taf, donc je coupe ça parce que c'est une passion aussi, donc ça fait partie de toute ma vie. Mais juste, je veux pas avoir cette responsabilité. Je veux pas me battre pour mettre la musique. Je veux pas me lever toutes les 3 minutes pour aller mettre le prochain son sur YouTube. Et puis les gens ont toujours trop d'attentes, tu sais, genre t'es DJ, du coup tu vas mettre la musique. Non, mais moi je vais mettre des trucs chill, je vais mettre des trucs hyper commerciaux, connus, je vais mélanger un peu de tout, tu vois, genre c'est un after, on met plein de choses et là je sens que les gens ils sont en mode des attentes, qu'est-ce qu'elle va nous mettre le prochain super son et tout, genre laissez-moi tranquille. Demandez rien. Laissez-moi tranquille. Il y a quelqu'un qui voudra sûrement le faire à ma place, donc cette personne pourra mettre le son. Par contre, mixer, oui, bien sûr, parce que c'est différent. Mais par contre, mettre le son sur l'ordi, non. Ça, je le fais pas. Laissez-moi tranquille. Ouais, laissez-moi tranquille. Et est-ce qu'il y a des gens qui te saoulent en after? Parce que moi, j'ai une catégorie de gens. Ah, c'est vrai. Ceux qui... Comment le dire de manière aseptisée, qui parlent tout le temps. Ouais. Et qui vont te parler pendant 4 heures d'eux-mêmes. Et ils vont te parler avec un débit comme ça. Et ils sont un peu, intoxiqués, etc. Et tu peux pas t'en décrotter, quoi. C'est un truc... Ça, les gens qui veulent que te parler en after, mais pas la discussion. Pas dans l'échange. Ouais. Horrible. Ça, c'est, les tunnels. Les tunnels d'after, les tunnels d'after. C'est les gens qui vont beaucoup parler d'eux ou d'elles. Il faut les éviter, ça, c'est des gens... Et après, pardon, non, j'allais dire, et après, moi, une catégorie de personnes à qui je peux penser, sans trop... c'est les gens qui profitent, quoi. Genre, ils viennent, tout le monde va vouloir peut-être aller acheter de l'alcool, ou peut-être acheter un petit déj, et eux, ils vont juste pas participer, ou alors ils vont pas faire l'effort de se mélanger ou quoi, ils vont juste être là avec leur petit groupe de potes et parler entre eux. Et t'es là, mais en fait c'est un after, c'est censé être commun, c'est censé être un truc quelque chose de commun, on est tous et toutes ensemble. Il faut que tout le monde ramène quelque chose si des gens ramènent des choses, il faut que il faut parler un peu à tout le monde, il faut se mélanger, quoi. C'est censé être c'est vrai que les profiteurs d'after et il y en a, ils se transforment un peu aussi et ils te... oh là là, s'il y en a qui se tiennent près des toilettes aussi, tu sais. Oh
Oh là là, ça c'est un peu un enfer. Mais sinon, il y a des gens très cool. Mais oui, grave, il y a des gens très cool. J'avais fait des super rencontres en vrai en after. Ah ouais, t'as des potes genre que t'as rencontrés en after? Ah, trop cool. Pas beaucoup, parce que comme on disait, souvent c'est des gens où tu te dis que tu les reverras pas, et c'est ok. Ouais. C'est ça aussi la teuf, c'est ça aussi les afters. Ouais. Mais il y a des gens que j'ai rencontrés et après avec qui j'ai eu envie d'aller reboire un verre derrière ou recroiser après ou refaire la teuf avec avec. Donc ouais, non, des fois, parfois tu fais des chouettes rencontres. Mais moi après, ce dont je voulais parler aussi avec toi, c'est les lieux. Je sais pas si toi, ça t'est arrivé de sortir dans des endroits qui sont ouverts plus de 7, 6, 8 heures, mais vraiment les lieux où l'after fait partie de la teuf, en fait, où le lieu il est ouvert pendant 24, 48 heures. Et du coup, t'as même plus cette notion d'after. T'es continuellement dans la fête. Et toi, tu vas juger que t'es en after parce que tu te dis, bon, là, j'arrive sur la fin, donc là, je suis un peu sur la fin de ma soirée, c'est presque l'after, mais au final, c'est une sorte de grand continuum et... J'ai fait que ça à Circo Loco à Ibiza, mais c'était que pour l'opening. Sinon, j'ai jamais... Et est-ce que c'est bien, les fêtes qui s'arrêtent pas? C'est une question. Moi, j'aime trop. Ah ouais. Mais encore une fois, avec parcimonie, et pas tout le temps, et je pourrais pas faire ça tout le temps de toute façon. Mais parfois, j'aime bien. Ouais. Parce que c'est un peu comme un grand terrain de jeu pour adultes, où t'as pas de limite de temps, t'as ton terrain de jeu, et la notion du temps, elle n'existe plus. C'est la musique qui crée le temps, et du coup tu peux profiter à fond, quoi. Du coup il y a le Berghain qui s'arrête pas qui est du samedi soir minuit jusqu'au lundi matin, et du coup c'est voilà, ça. C'est qu'il y a le vendredi soir, moi. Il y a les vendredis soirs, mais c'est des teufs à part. T'as le vendredi soir, après il y a rien le samedi. Et après, ça reprend la Club Nart, en tout cas. Elle commence le samedi soir à 23h59. Donc, c'est la nuit de samedi à dimanche, tout le dimanche, la nuit de dimanche à lundi, jusqu'à lundi matin. Mon Dieu. Et ouais, du coup, ça te donne une vraie liberté, je trouve, temporelle, de te dire, là, je ne regarde pas le temps, je suis dispo de toute façon, donc je me laisse porter. Et c'est comme ça qu'en fait, tu passes des heures et des heures dans le club sans t'en rendre compte. Et c'est ça moi, c'est ça en tout cas que je vais chercher aussi, c'est me perdre et profiter à fond sans avoir à me dire, ah là, ça finit dans 3 heures. Ça c'est chiant, ça. Mais ouais. Ça, c'est vraiment relou. Quand tu fais des teufs de 6 heures à Paris, bon, t'es un peu là, genre, ça finit dans 1 heure. Et c'est un peu dommage. Ouais. Donc, tu connais d'autres lieux? Moi, j'en connais pas beaucoup. Il y en a pas tant que ça, j'ai l'impression. Peut-être que vous pourrez nous dire en commentaire ou en message. En tout cas, à Paris, il y a les fameux after o'clock du Glazart. Parfois, il y a des teufs aussi qui font office d'after, comme les cafés croissants. C'est plutôt minimal électro. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur Paris? Je suis pas sûre d'en connaître beaucoup d'autres sur Paris. Mais il y avait à l'époque? Oui, à l'époque, il y avait Concrète qui faisait des afters. Ouais. Ou alors qui tournait tout le week-end avec les samedis dimanches. Oui. Ça, c'était très chouette. Mon premier after, mon premier vrai after en club, c'était à Concrète. J'étais stagiaire au Showcase, c'est le club qui avait sous le pont Alexandre III. Oui. Et mes collègues m'avaient emmenée au Showcase et moi j'étais toute innocente, j'avais rien bu, rien du tout, j'étais toute innocente et je les avais suivis. Et comme j'aime tellement danser, j'aime tellement la teuf, j'étais restée jusqu'à 10h du matin danser. C'était ma première Concrète, première after. Et c'était chouette ce que proposait Concrète. Ouais, c'était cool. Moi j'allais à Concrète, mais j'y allais pas comme si j'allais en after, en fait. J'y allais à des moments, même si c'était plein l'après-midi, mais c'était pour l'event. Mais quand il descendait, j'aimais bien être sur la terrasse. Des fois, la terrasse, c'était cool. Le wood floor, ouais, le wood floor, moi, c'était mon préféré. Concrète, tu pouvais y aller. Enfin, il n'y avait pas de notion vraiment d'after en soi, c'est juste que c'était ouvert toute la journée ou que c'était ouvert tout le week-end. Donc c'est toi qui te disais c'est mon after, ou alors tu te lèves pour y aller. C'était vraiment. Exactement. C'était. Tu prends ta douche et tu vas, tu fais ce que tu veux. Après, en France, il y a le Macadam qui fait les Gloria. C'est assez connu maintenant en France et c'est assez renommé. Ils ont une vraie identité musicale, c'est très quali. Ils ont 2 espaces, ils ont donc le Macadam en lui-même et ils ont aussi une autre petite salle dont le système son a été entièrement conçu, fabriqué par Combe, qui est un artiste et qui fait partie aussi de la team
du macadam, et il a créé le sound system de cette salle-là. Et c'est une petite salle un peu en bois, avec le sound system en bois. C'est très chaleureux, avec des jolies lumières. C'est très chouette. Et ils ont une super prog. Ils sont plutôt axés sur la trance progressive, sur ce genre musical. Et ça donne de très beaux afters. J'ai eu la chance d'en faire. Et ça donne de très beaux afters. Et t'as fait en tant que teufeuse ou t'as joué ? En tant que teufeuse. Ok, cool. Et la dernière que j'ai faite, c'est quand j'ai accompagné mes copains de Horsol qui faisaient une soirée là-bas. Ils avaient invité Jane Fitz et Carl H. Et après, ils ont fait l'after, ils mixaient à l'after de la Gloria. Enfin, c'était pas vraiment une Gloria pour le coup, pardon. C'était juste dans cette salle-là. Ok. Et c'était hyper chaleureux. Ils ont un public qui est très très chouette, qui est plutôt averti, éduqué. Ouais. Et du coup, ça donne une ambiance assez bienveillante. Donc, c'est très chouette. Après, est-ce qu'il y a d'autres afters que je connais ? Je suis pas sûre. On va faire une petite recherche. Ouais, on va faire une petite recherche, vous nous direz. Ouais. Mais je connais pas d'autres afters emblématiques ailleurs. Faudrait se renseigner. Non. Alors après, à l'étranger, il y en a des très connus. Mais tu penses à auquel ? Robert Johnson, qui disait, c'était les premiers à faire les trucs samedi dimanche. Je crois qu'ils ont le même nom, mais en allemand. Robert Johnson, d'ailleurs. Goal, il faut que tu joues là-bas. Je sais pas si en termes de style musical ça me correspond totalement, mais j'y suis allée, c'est trop chouette. J'adore. C'est incroyable. J'avais vu Sven Vath là-bas. Moi j'avais vu Dixon là-bas. Ah bah voilà, tu vois, ce genre de truc là. Mais t'étais fan. Oui, j'étais fan de Dixon. J'étais fan d'Inner Vision et de Dixon et de Ham, voilà. Je le dis. tu peux le dire, Je regrette pas, c'est hyper quali ce qu'ils font, et moi j'étais une grande fan, quoi. Donc quand ils ont joué c'était au Weather ou non, Peacock, je sais plus, Peacock je crois. Il a joué un track que je joue encore sur Spotify et tout, et c'était ces trucs mélodiques, mélodiques, hyper il y avait une vraie vibe, et c'est pas pour rien. Alors les classements, on en reparlera d'ailleurs des classements DJ, ça veut pas tout dire, mais Dixon a quand même été numéro 1 pendant des années du classement Resident Advisor, qui était créé par le public, c'était des votes du public, et c'est pas pour rien non plus, même si effectivement les classements on en pense qu'on en veut, blablabla, c'était pas assez représentatif aussi à l'époque, mais c'est pas pour rien que Dixon était aussi numéro 1. Donc, ils ont arrêté de toute façon, ils ont dit que... Oui, ils ont arrêté. Je pense que ce qui est pas plus mal. Ce qui pourrait être intéressant, c'est voir s'ils sont cachés à baisser quand il n'y avait plus de classement. J'aimerais bien savoir ça. Parce que ça détermine. Oui, bien sûr. Mais c'était une des raisons pour laquelle aussi Resident Advisor a arrêté. Bien sûr. Pour cette influence sur les cachets. Et du coup, en parlant d'after, on a trouvé quelques petites histoires, quelques petites anecdotes un peu marrantes sur lesquelles on pourra un peu discuter. Est-ce que tu en as une déjà de partager ? J'en ai deux. Alors, c'est pas moi. Alors déjà, quand on précise, c'est pas moi. Non. Alors, j'avais vraiment hâte d'aller à cet after. Tout se passait bien jusqu'à ce que je me retrouve enfermée dans les toilettes. C'est ridicule, mais la porte s'est coincée et impossible de l'ouvrir. J'ai frappé, crié, mais avec la musique en fond, personne ne m'entendait. Le pire, c'est que tout le monde pensait que j'étais juste là-dedans à consommer des trucs illégaux. Donc en fait, tes potes... Donc toi, t'es enfermée dans les toilettes. La personne est enfermée dans les toilettes. Ça fait genre peut-être 10-20 minutes que la personne est dans les toilettes, et tes potes ils se disent juste non mais c'est beau, il est juste en train de prendre des trucs, tout va bien, personne vient le chercher. Personne vient le chercher en fait. Pour couronner le tout, mon téléphone était en panne. Bien évidemment. J'étais vraiment piégée. J'ai presque passé 1 heure là-dedans à crier et taper sur la porte. Mais c'est bizarre parce que normalement dans les toilettes de club, alors c'était peut-être un after chez quelqu'un, parce que normalement les toilettes, tu restes pas 1 heure dans les toilettes, t'as forcément quelqu'un qui vient taper pour dire bon tu sors de là. Ou alors c'est un grand appart, il y a plein de toilettes. Il avait pas des potes très sympas, franchement. Oui, c'est clair. Ils sont où tes potes là ? Non, c'est chaud. Ils viennent te chercher, ou alors voilà, des gens qui ont besoin de tes toilettes viennent taper sur la porte. Il y a un problème. À toi, t'as moi, quelque chose. De mon côté, c'était plus concernant la musique. Une personne qui demande du coup pour vous c'est quoi les sons qu'on doit jouer en after, et une autre personne qui répond pour moi c'est plutôt de la deep house un petit peu sensuelle. Je pense que l'atmosphère d'after, c'est quand un DJ joue de la musique hypnotique à laquelle il est personnellement connecté, et il se préoccupe pas de juste satisfaire le public, mais il propose vraiment quelque chose, il propose vraiment un univers hypnotique. Et il répond que le terme hypnotique est crucial, parce que c'est vraiment maintenir les gens dans l'after, dans le temps, de manière indéfinie. J'adore. Donc lui par exemple il fait un parallèle avec les sons un peu underground des afters à Burning Man par exemple, où les gens ils sont là et de manière un peu
indéfini, indéterminé, et ils dansent pendant des heures et des heures. Et l'idée, c'est vraiment de créer un continuum hypnotique pour que les gens y restent, quoi. Ça te parle, ça? Ça me parle. Moi, je joue de la techno hypnotique, tu vois, donc ça me parle. C'est vraiment créer une musique qui est un flow constant où tu captes même pas que ça s'enchaîne et t'as l'impression presque d'avoir un seul et même son. Ce qui veut pas dire que c'est boring parce que tout se ressemble, mais plus que tout s'enchaîne parfaitement et te maintient jusqu'au bout. C'est trop bien, quoi. C'est le fond sonore de ton after, c'est le... c'est ça, c'est hyper important, exactement. T'écoutes quoi, toi, en after? Tout. Okay. J'aimais bien quand tu m'as dit que tu t'aimais bien passer des trucs un peu rétro, des fois un peu plus mainstream, etc. Et tout. Mais ça dépend de l'after. Ça dépend de l'after, exactement. Là, je peux pas te... c'est vrai que ça va vraiment dépendre. Moi, en appart, il y a parfois des afters où on se met des sons R&B, old school, on va se mettre du Britney Spears et tout ça. Et après, il y a d'autres afters où ça va être vraiment techno pour le coup, parce que on est techno-mental, etc. On reste dans le même mood. Parfois, ça va être trans-progressif parce que c'est un peu joyeux, on est dans un mood joyeux. Ça dépend vraiment. Mais je suis d'accord avec le fait qu'il faut que ce soit quelque chose d'entraînant ou de un peu hypnotique. Soit entraînant, soit hypnotique. Ouais, j'aime bien. Une autre petite histoire. J'étais en after avec mes potes et mes 2 copines sont allées aux toilettes. Curieuses de savoir ce qu'elles fabriquaient, je les ai suivies et j'ai tapé sur la porte. En ouvrant la porte, ma pote ouvre et me dit « Elle m'a vomi sur le visage. » Elle était en train de se laver les cheveux dans le lavabo. J'ai jamais autant ri de ma vie. Tu m'étonnes. Par contre, quand ça t'arrive, je pense que tu rigoles moins. Comment tu vomis sur le visage de quelqu'un? Moi, c'est ma question, ça. C'est pas possible. Parce que normalement, tu sais, t'es là. C'est dans les films que ça fait, tu sais. C'est ça. C'est dans les films, ça. C'est pas l'exorciste, c'est Scary Movie, exorciste. Ouais, c'est ça. Non, mais ça, c'est dans les films, ça. Mais ça veut dire que c'est l'after est fini, en fait. Tu rentres chez toi, là. Faut aller se coucher, là. Tu prends tes copines et tu rentres chez toi. Faut aller se coucher, là, les gars. Du coup, c'est marrant parce que du coup, ça marque la fin de cet épisode. Oui. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Music, Spotify et YouTube en vidéo. Oui, et appelez-nous et laissez-nous des messages. On en a plein qu'on vous réserve pour le prochain épisode. Le numéro, c'est toujours le même. Je vous le retrouve. 07 56 93 79 09. Appelez-nous après vos soirées. On veut tout savoir. On veut tout savoir. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour qu'on sache ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous voulez discuter d'un certain point, si vous voulez parler d'autres sujets. Laissez-nous des commentaires. Bye bye. Salut.